Bonjour, je vais vous montrer comment à partir d'une vignette clinique, nous pouvons intégrer l'anatomie, la physiologie et la sémiologie du système. Tout d'abord, à partir du diagnostic donné, nous nous attendons à ce que le médecin ait fait l'anamnèse suivante. Il a dû d'abord demander au patient les symptômes associés à sa plainte, qui est ici une hémiparésie brachiocéphalique. Ensuite, il a dû s'interroger sur le moment d'installation de l'hémiparésie. Est-ce qu'elle s'est produite au réveil ou durant la journée? Nous pouvons ensuite demander au patient le mode d'installation de l'hémiparésie. Progressive, ce qui plaide plutôt pour une tumeur cérébrale, ou rapide, brutale, quelques secondes ou minutes ou quelques heures. Nous pouvons ensuite demander au patient ses antécédents. Est-ce qu'il a été soumis récemment à un traumatisme crânien? Est-ce qu'il souffre d'une pathologie cardiaque? Est-ce qu'il a des facteurs de risque cardiovasculaires qui, je le rappelle, sont l'âge, le diabète, le tabac, les traitements œstrogéniques, les antécédents familiaux, l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie. Ensuite, nous devons faire un bon examen clinique qui comporte 5 étapes. Tout d'abord, nous allons tester la motricité volontaire. Commençons par la face supérieure en demandant au patient de fermer les yeux. S'il n'y arrive pas, c'est le signe de Bell qui plaide pour une paralysie faciale périphérique qui n'est pas le cas ici. Dans notre cas, nous aurons sûrement une paralysie faciale centrale. En lui demandant de montrer les dents, nous verrons que sa lèvre supérieure gauche uniquement se lève. Par contre, il arrivera à fermer les yeux car il y a une projection bilatérale du cortex moteur sur le noyau du facial, mais uniquement des afférences contralatérales sur le noyau inférieur. Il a donc une paralysie faciale inférieure. Nous allons tester ensuite la motricité de ses membres. Ici, il a une hémiparésie brachiocéphalique. Nous nous attendons à ce que l'épreuve du serment et l'épreuve de Barré soient positives. Par contre, ses membres inférieurs ne sont pas touchés et ils doivent avoir une motricité correcte. Nous allons ensuite nous attarder sur le tonus musculaire, en mobilisant passivement ses membres. Dans ce cas-ci, nous avons une hypertonie des fléchisseurs du membre supérieur droit qui cesse en lame de canif, signe de spasticité. Pour ces réflexes tendineux, nous pouvons les tester grâce au petit marteau. Nous avons ici une hyperréflexie tendineuse, c'est-à-dire que les réflexes ostéotendineux sont plus vifs, le seuil est diminué, que la zone réflexogène est cinétique et on peut avoir une diffusion des réflexes. Nous allons ensuite nous attarder à la sensibilité du patient qui ici doit être correcte. Nous pouvons tester la sensibilité épicritique, tactile fine ou alors protopathique, toucher grossier et thermoalgésique. Nous allons ensuite terminer par les paramètres généraux. Est-ce que le pouls est régulier? Est-ce que la pression artérielle est normale? Est-ce qu'il présente un souffle ou cervical? Voici mon schéma scientifique du cas. Tout a commencé par une pathologie cardiaque, infarctus récent, fibrillation, qui a causé une embolie. L'embole part de la cavité cardiaque, rentre dans la crosse aortique, ensuite il pénètre dans l'artère carotide commune gauche et puis dans la carotide interne gauche pour se continuer et s'arrêter au niveau de branche supérieure de l'artère cérébrale moyenne ou artère sylvienne. Le flux ne s'est donc plus passé, on a une ischémie en aval, c'est-à-dire de la portion inférieure moyenne de la circonvolution frontale ascendante. Ceci engendra une destruction du cortex moteur primaire de la face et du membre supérieur de l'homunculus penfillien moteur. Conséquences aiguës, hémiparésie brachiocéphalique mais respect de Broca. Conséquences chroniques, lésion chronique du faisceau pyramidal. Hyperexcitabilité des motoneurones alpha, dysfonctionnement des interneurones inhibiteurs, le tout engendrant une spasticité avec hyperréflexie. Nous pouvons traiter ça par la toxine botulique qui va bloquer le complexe nerf libérant l'acétylcholine et le baclophène, un agoniste des récepteurs GABA. Voici un rappel de l'anatomie vasculaire cérébrale où nous pouvons suivre le trajet de l'embole. Sur le schéma de droite, nous pouvons voir que le gyrus précentral ou cortex moteur fait partie du territoire vasculaire sylvienne. Voici maintenant ma vulgarisation à destination du patient. Vous avez une stase sanguine ou une fibrillation auriculaire, ce qui a engendré une thrombose. Un morceau s'est détaché, un embole a été coincé dans une partie de votre cerveau qui n'a alors plus été irriguée et cette partie contrôlait la motricité de la face et de votre membre supérieur. Vous avez donc maintenant une diminution de la force musculaire et une spasticité car votre membre est moins inhibé.
Les traitements que je vous propose sont le Botox qui va bloquer la libération d'acétylcholine, le baclofène qui va activer les interneurones. Et je vous conseille d'éviter les facteurs de risque cardiaque et je vous conseille aussi la kinésithérapie qui permet aux autres parties du cerveau de compenser la perte de motilité. La partie lésée de votre cerveau est irremplaçable. Merci.